les beatmakers, alors j'espère que vous allez bien. Alors là, j'étais en train de commencer à produire un son de style tribecore. Alors je me suis dit, pourquoi pas vous en faire profiter et vous montrer un peu comment procéder. Alors déjà une petite description rapide de la tribecore. Donc il faut savoir que c'est pas vraiment un style en soi. C'est un style dérivé de la tribe qui elle-même est dérivée de la hard tech. Donc c'est vraiment un sous-style de sous-style de sous-style. Donc en fin de compte, la tribe a émergé au début des années 2000, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc si vous voulez, le mot tribecore, elle est composée du préfixe tribe et du suffixe core, donc la tribe déjà. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un sous-genre du style hard tech. Donc les sons hard tech typiques des free parties où les artistes, si vous voulez, composent en live, donc en direct, généralement avec des machines de type boîte à rythme, du genre TB303 ou encore la TR909 de la célèbre marque Roland, de boîtes à sampleurs, de kicks, synthés tels que les célèbres machines de Korg. Et de nos jours, on trouve aussi beaucoup de contrôleurs divers qui sont donc forcément en relation avec les PC. Sans eux, ils ne marchent pas. Hein. C'est le but de contrôleurs MIDI où les artistes vont utiliser en fait leur séquenceur, voire des VST, VSTI. Alors au niveau des contrôleurs, vous avez les contrôleurs de chez Native, encore d'Akai. Donc qui permettent finalement de générer via le MIDI des sons en complémentarité des séquenceurs et VST, VSTI de son PC. Alors donc VST, pour ceux qui ne savent pas, pour les débutants, ça veut dire simplement machine virtuelle, hein. Pour mixage notamment, comme les équalisations ou les compressions, donc des machines qui autrefois étaient externes, hein, et non virtuelles, donc des machines matérielles, donc qui étaient du coup beaucoup plus onéreuses, bien que les virtuelles, certaines sont assez onéreuses. Je pense notamment à Ozone 8, hein, qui est un VST qui permet de masteriser, hein, notamment ces sons lorsqu'ils sont quasi finis et mixés. Et puis les VSTI sont des machines virtuelles générant des ondes diverses, donc des ondes sonores. Il y a donc les oscillateurs, les synthés, boîte à rythme à kick par exemple, ou 808. Voire même des machines spécifiques pour faire des sons psytrance. Donc il y a les célèbres plugins de chez Massive Instruments par exemple, ou encore Ozone comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin bref, il y en a pas mal. Donc pour en revenir à la tribecore, c'est simplement dérivé de la tribe. Alors le suffixe core, c'est simplement une variante de la tribe, c'est-à-dire en fait que les tonalités virtuelles sont variables. Par exemple le rythme sera plus rapide au niveau du BPM, donc les kicks seront plus durs, avec une sonorité plutôt industrielle, un genre d'air qui était très utilisé notamment par le célèbre DJ Emmanuel Malin des années 95-2000, qui mixait dans des clubs underground généralement et qui était justement populaire grâce à ses sons. Il mixait surtout de la techno industrielle et surtout du hardcore industriel. Donc c'est un DJ qui est moins connu de nos jours, hein, comme beaucoup de DJ plus underground, c'est-à-dire ceux qui sont encore célèbres et populaires, c'est ceux qui sont restés assez commerciaux, et encore, hein, même Laurent Garnier qui était plus commercial, on entend moins parler. Et puis ceux qui sont qui mixent des sons un peu plus avec un BPM plus light, qui plaît plus aux gens en général. Enfin bref, depuis la fermeture de nombreux clubs underground, que ce soit en Suisse ou en Europe en général, et le durcissement des lois en ce qui concerne les free parties qui sont illégales, hein, depuis des décennies déjà, mais bon, on va dire que les lois se sont véritablement durcies. Certains maires n'autorisent même plus des rassemblements dont les organisateurs sont déclarés comme associations, sont sérieux, ils font mixer les meilleurs DJ de l'Europe. Ils organisent ce qu'on peut dire des festivals, ce qu'il y a de plus pro, quoi, avec des toilettes bio, des douches, etc. Il y a même sous les tentes, des tatoueurs qui proposent différents services,
des artistes qui proposent du body painting, des ventes de t-shirts, des perceurs, etc. Et bien même Adra Festival qui organisait encore il y a quelques années ces festivals vers Grenoble, même eux, depuis la nouvelle maire, ne peuvent plus le faire. Et du coup, ils ont dû changer de département. Et même là encore, je crois que cette année, c'est annulé. Donc Adra Festival organise d'autres soirées, je crois, à voir sur leur site web très connu. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à leur site HADRAS. Sachez qu'ils proposent aussi d'ailleurs des stages en MAO DJing. Moi-même, j'y ai participé il y a quelques années pour des prix raisonnables. Vous avez des stages de 4 jours, je crois. Pas pour vous, surtout pas vraiment pour le DJing, mais surtout pour la MAO. Alors surtout pour tout ce qui est production de musique techno non commerciale. Donc, pour en revenir à Mani Malin, contrairement à son confrère de l'époque, Laurent Garnier ou Carl Cox, qui mixait surtout dans des clubs tels par exemple que le Rex à Paris ou dans les street parades de Zurich ou de Berlin, ou même celle-ci d'ailleurs est devenue a été fermée sous prétexte qu'il y aurait des gens qui se seraient étouffés sous un pont. Mais bon, tout ça c'est des prétextes pour annuler ces rassemblements qui plaisent pas, faut bien le dire, au nouvel ordre mondial. Donc du coup, ils ont fermé à l'époque, je me rappelle, il y a encore 20 ans, on avait tous les week-ends une dizaine de flyers pour différentes raves qui étaient d'ailleurs sponsorisés par différents magasins, même les banques. Et quand on trouvait différents flyers, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, dans des magasins comme le célèbre Maniac à Genève. Et maintenant vous vous rendez là-bas, je sais que c'est plus trop l'époque des fly, mais même toutes les raves sont quasiment interdites. Donc il y en a quelques-unes à Strasbourg notamment, dans une usine désaffectée quelques fois par an. Après il y en a dans quelques clubs comme à l'usine par exemple à Genève, parce que moi je viens de la Suisse. C'est un des seuls endroits underground qui est resté ouvert, où on peut même encore fumer la cigarette dans certaines salles, bien qu'il y ait beaucoup de flics en civil, faut faire attention, mais voilà. Donc eux effectivement ils organisent tous les week-ends des soirées non commerciales diverses, donc même des concerts métal, des soirées techno, à rap et particulièrement électro, acid techno, etc. Ensuite, faut connaître, il faut aller sur Facebook. Ensuite, il y a toujours les free parties, on va dire banales, petites, organisées par des petits organisateurs faits à l'arrache, où il y a des numéros de téléphone. À l'époque, c'était un numéro, puis on vous disait au dernier moment où ça se trouvait. Bref, c'était tout un délire pour trouver la soirée, mais c'était marrant. Et puis maintenant, je crois que ça se passe sur Facebook. Bref, bouche à oreille, Facebook, mais là encore, bref, c'est tout le parcours du combattant pour trouver la soirée. Et puis pour revenir au lieu underground, à l'époque, il y avait l'ancien palais à Genève. Il y avait même des boîtes de nuit comme la célèbre Oxa de Zurich, qui étrangement aussi a fermé, et qui était pourtant un lieu très classe sur 2 étages avec restaurant, canapé en cuir. Il y avait même des afters jusqu'à midi, puis ensuite d'autres afters reprenaient à côté. Donc en fait, ça s'arrêtait jamais. Il y a le Spider qui a survécu il y a encore 8 ans, il était encore ouvert. Alors maintenant, ça a été fermé, puis ça a repris sous un autre nom. Alors maintenant, il existe effectivement encore ce type de soirée sur Zurich, mais il faut bien connaître, c'est très caché, puis la plupart ont fermé. Pareil, à Amsterdam, à l'époque, vous aviez les célèbres soirées Geber. Voilà, Geber, comme Amsterdam Record. Il y avait même Amsterdam Record des CD liés à ça d'ailleurs. Et là encore, ça c'est plus rare. Donc c'est très très dur, même pour les gens qui ont des associations, d'organiser ces soirées qui sont interdites en France. On ne sait pas pourquoi, puisque les clubs libertins sont tolérés, alors que ces gens-là nous polluent avec leur perversité. Et finalement, le seul message qu'ils dégagent, c'est de perdre toute fierté, à se rabaisser comme un rat, à se faire baiser par tout le monde et devant tout le monde. Nous les rêveurs, parce que moi j'appartiens au mouvement rêve, je suis une vraie rêveuse, on va dire depuis le début, déjà depuis la Space. Il y avait la New Wave avant, mais j'étais trop petite, j'écoutais à 12 ans avec les fameuses cassettes, mais j'allais pas dans ces soirées-là parce que j'étais trop petite.
À 14 ans, bon, mais il y avait déjà les soirées Space au Macumba, donc c'est un mouvement qui a substitué, on va dire, la New Beat, l'acid New Beat, acid house. Alors c'est pas la house de maintenant, attention. C'est un style particulier. Vous tapez New Beat sur YouTube, vous allez sur mon site acidos.net, vous avez des infos là-dessus. Et vous verrez, c'est encore spécial. Bon, bref, ensuite est venu le mouvement Rave après la Space, où là c'était découpé en. C'était pas compliqué à l'époque, trans, techno, hardcore. Puis ensuite, il y a des sous-genres qui sont apparus, voilà, transcore, acidcore, etc. Donc maintenant, on dit plus acid techno. Transcore, ça n'existe plus, malheureusement. C'est un style que j'adorais et que j'essaye d'ailleurs de faire renaître, où il y a des sonorités très particulières et que je montrerai dans un prochain cours. Bref. Toujours est-il que maintenant, les DJ pas trop commerciaux comme Lenny D, etc., bon, on n'entend plus trop parler. Moi, j'avais des amis DJ comme Jeff Swing, terroriste à l'époque à Genève, qui marchait très bien. Je connaissais aussi Cézo, donc Cédric du label Orbit, encore Alvaro qui a créé le label The Lab. Donc tous ces gens-là m'avaient proposé de mixer, j'aurais dû accepter parce qu'à l'époque il n'y avait pas de DJ femme à part Maroucha et Miss Keating. Et de fait, juste le fait d'être une femme, ça, on peut être sûr de marcher. Sauf que moi, voilà, j'ai toujours voulu composer, créer et du coup j'ai refusé. C'était vraiment, on peut dire, des opportunités que j'ai refusées. J'ai complètement oublié que ça m'aurait permis déjà de gagner ma vie parce que c'est bien payé un DJ, surtout à l'époque c'était plus toléré. Et puis ça m'aurait permis de faire connaître mes morceaux parce que finalement les producteurs, il y a 800 disques à l'époque, je me rappelle, qui sortaient chaque mois. Alors vous vous doutez bien que les gens se rappelaient pas des noms des producteurs. Bon, après le but pour moi c'était pas d'être populaire, mais effectivement si on nous connaît un peu, si on nous repère, c'est plus facile de vendre nos morceaux et du coup de gagner un peu sa vie avec, ou du moins de rembourser son matos, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tous ces séquenceurs virtuels et avoir un vrai studio, c'était 150 000 francs d'investissement sans francs suisses. Donc c'était très cher pour avoir les synthés, boîte à rythme et tout le bordel. Notamment si on voulait faire de la trance comme moi, il fallait avoir des bons synthés. Il n'y avait pas les synthés MIDI comme maintenant. Voilà, donc ensuite, les premiers séquenceurs sont devenus quand même chers. Donc je peux vous dire que j'ai attendu très longtemps pour pouvoir m'adonner à ma... en fait, moi j'ai rêvé de faire cette musique depuis le jour où je l'ai écoutée. Donc c'était un rêve d'enfance. Pour moi, c'était une vocation, si vous voulez. Voilà. Bref, on va revenir à nos moutons. Donc du coup, la Tribecore, il faut savoir qu'elle est aussi subordonnée de base à la Frenchcore. C'est lui, ce style-là, qui est apparu d'ailleurs dans les années 2000. Donc finalement, l'Artec, non, c'était avant les années 2000. Alors qu'au niveau de la Frenchcore, il faut savoir que elle est liée finalement au mouvement spiral des SPI. Donc les SPI, c'est un groupe qui a créé les spirales. Donc c'est des gens qui vivaient dans des bus, les plus tarés de l'époque, et qui avaient en même temps leur matos dans les bus. Donc c'est-à-dire que non seulement ils vivaient dans leur bus, mais ils créaient dans leur bus et ils bougeaient dans toute la France, dans toute l'Europe où ils posaient leur son. Moi à l'époque je connaissais d'ailleurs le groupe Alternative auquel j'ai appartenu quelques temps et puis j'ai lâché l'affaire, j'aurais pas dû, je regrette, bref. Et on était 8 dans notre groupe et je me rappelle que la première fois qu'on a posé nos sons, que mes potes ont posé nos sons, moi j'étais à côté, on va dire je ne savais encore pas trop jouer avec les machines, j'appuyais vite fait sur les touches, puis surtout je faisais à gogo dancer quoi. Et je me rappelle qu'à l'époque leur première teuf, ils avaient quand même réussi à ramener, sachant qu'il n'y avait pas internet, c'est quand même balèze, 5000 personnes à Grenoble, vous vous rendez compte? Donc c'était pas mal, juste en distribuant quelques flyers faits à l'arrache en noir et blanc, imprimés avec des vieilles imprimantes. Et on avait envoyé ça à des personnes dans des villes assez connues, puis on en avait parlé à nos amis, qui eux, on en parlait à leurs amis, et ça a été très vite, voilà. Bon, donc du coup, la Frenchcore, elle est liée surtout au mouvement spiral. Donc comme artiste, on trouve Plémo actuellement, chanteur. Alors Radium ou encore Micropointe, eux font surtout du hardcore Artec, tough. Et ça leur arrive très certainement parfois de faire des variantes SPI comme la Tribecore. Donc voilà pour la présentation de la Tribecore, ça c'est fait. Alors maintenant, venons-en à nos moutons. Donc je vais vous montrer où j'en suis.
En fait, j'avais fait pas mal, pour vous dire, pas mal de petits trucs déjà. Donc, en fait, là, j'en suis à mon troisième enregistrement. Parce qu'en fait, ouais, il y en a 3 j'ai fait 3 cocktails comme ça, de pattern, mais dans 3 templates différents qui me plaisent bien. Finalement, j'ai choisi celui qui était le moins rempli pour bien vous montrer. Donc, remarquez que le style, surtout de la tricore, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en intro, ou même tout le long de la prod, vous trouverez toujours une petite comptine, une hymne ou une petite mélodie, donc à tendance humour noir, voire une parodie, ou alors tout simplement une mélodie issue des films d'horreur, comme Halloween, Vendredi 13, voilà. Donc moi j'ai choisi la célèbre comptine de Freddy Krueger. Je connais beaucoup de morceaux, notamment des années fin 90 puis 2000. Alors après, comme j'étais nostalgique, je me suis pas trop mis au parfum des nouveaux morceaux des années 2010. Puis là, depuis quelques temps, j'écoute surtout la psytrance, qui je trouve qui s'est vraiment améliorée par rapport aux premières Goa de l'époque, qui partait un peu trop dans tous les sens. Le kick était pas aussi précis que maintenant, où là, il y a vraiment le petit kick avec beaucoup d'attaques, qui est facilement repérable dans la psytrance, qui elle-même d'ailleurs a différents sous-styles comme la fulone, bref. Mais là, vous retrouvez vraiment le style trapcore, c'est que vous trouverez toujours cette célèbre petite comptine un peu d'humour noir. Donc moi, j'ai choisi la comptine de Freddy Krueger. Alors on a déjà trouvé des mélodies de Freddy Krueger, mais pas la comptine, celle-ci, vous voyez. Alors si vous en connaissez une, dites-moi, mais moi, j'en ai pas vu une. Voyez ? Bref, voilà. Alors moi, je pensais pas le mettre tout le long du morceau, mais de la mettre par moment, et puis de mettre des automations en modifiant le pitch. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans cette prod, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc on n'aura pas le temps de tout voir là dans cette partie 1. Moi, voilà ma façon de procéder. D'une façon générale, je prends une pattern et j'assemble tous les sons. Déjà, comme en cuisine, on fait son cocktail, on va sélectionner tous les ingrédients qui vont bien ensemble. Déjà, je fais comme une esquisse en peinture, on va dire. Première esquisse, voilà, après une cocktail où je fais rapidement des pistes de mes différents samples à l'arrache, là, comme ça, et tac. Et puis là, je vois, par exemple, je choisis un clap, je vois s'il va bien avec et tout ça. Là, j'en suis pas en mode vraiment d'arrangement, aussi bien au niveau du placement de mes différents samples sur mon arrangement. Ma playlist, donc pour ceux qui ont FL Studio, on dit arrangement plutôt, je crois, chez Ableton Live. Ça revient au même, donc c'est là que vous allez arranger, placer tous vos patterns. Donc chaque artiste a sa manière de procéder. Moi, j'aime bien y aller progressivement. C'est pratique pour les transitions. Donc une fois finalement que j'ai choisi mes différents sons, je vais tous les dissocier et les importer dans différentes patterns qui se trouveront, vous voyez, ici, dans mon arrangement. Ce qui me permettra d'aller progressivement. Voilà, moi, c'est ma façon de procéder. Donc là, je placerai à peu près ce que je veux vaguement. Là encore, il y aura une esquisse. Là, vous voyez, j'ai mis quelques repérages. Le breakbeat, tout ça. Donc en général, j'en mets pas trop parce qu'il n'y en a pas trop besoin. C'est pas comme dans la trap ou la hip-hop où il y a vraiment des mesures au niveau des accords, etc., de la mélodie, du couplet, du refrain, bref. Dans la techno, il n'y a pas vraiment ce style-là. On peut très bien faire des intros plus longues. C'est beaucoup plus fait à l'arrache, la techno. C'est abstrait. C'est vraiment un style où, si vous voulez, ça paraît facile, mais il faut avoir le feeling. C'est pas tout de mettre boum, boum, boum. Donc, il faut avoir le feeling. Il faut bien mixer quand même. Il faut bien équaliser ses sons. Il faut éviter les conflits de fréquences parce qu'on va retrouver beaucoup de mélodies dans les... Parfois, par l'acid core, il y aura pas mal de hautes fréquences. Donc, pareil, si on met de la tribe, il y aura pas mal de fréquences initiales, de basses. Il y en aura pas mal aussi dans les subs, ou les basses fréquences, médium. Et du coup, là, il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas de conflit. Donc, c'est pas facile. Et plus vous mettez de pistes,
et plus ça peut générer des conflits de fréquence. D'où la difficulté de faire un bon cocktail et de bien mixer. D'autre part, c'est pas tout de mettre un boum boum boum, mais il faut savoir bien le mettre, comme il faut le mettre. Bref, faut raconter une histoire aux gens. Par contre, et ça c'est cool, c'est que c'est comme le fait de danser. La techno, ça ne se danse pas, ça se ressent finalement. Hein. C'est pour ça que ça nous a tous bien fait rire quand un mec un jour a créé la tech, je sais pas quoi, bon un style pour danser de la techno, comme si monsieur avait inventé une idée, comme si nous on n'y avait pas pensé. Seulement ce que ce pauvre type a pas compris, normal, c'était pas un rêveur, c'est que la techno, ça ne se danse pas. C'est-à-dire que c'est pas le rock, c'est pas la valse. Chacun danse tout seul, c'est une musique spirituelle qui se ressent. Et c'est pas parce qu'on est tous à danser seul qu'en fait on est tous seuls. En réalité, on est peut-être même plus fusionnels que des gens qui dansent le rock ensemble. C'est-à-dire qu'on est très télépathes et à force de faire des rêves, ça ouvre des portes. De nombreux psychanalystes ont d'ailleurs remarqué que le rythme répétitif amène déjà en état de transe. Donc vous ajoutez à cela les pointes d'acide, tout ça, ça vous amène vraiment dans un état spirit, antagonique finalement à tout ce qui est superficiel, quoi, physique. Donc en fait, on se lâche complètement et au bout d'un moment, notamment après ceux qui prennent de la MDMA et puis qui savent l'apprendre, parce que les chamans vont prendre effectivement des substances hallucinogènes, psychotropes, mais non dans un but récréatif, mais dans le but d'ouvrir des portes et de se rendre dans le monde des esprits. Et pour la techno, c'est pareil. Donc il y a des gens qui vont la danser bêtement et prendre leur MDMA bêtement, puis d'autres qui vont être analytiques, qui vont vraiment prendre ces drogues pour mieux ressentir la musique, pour accentuer en fait leur faculté PSI, donc paranormal, et pour analyser les autres, etc. Donc en fait, très souvent, surtout à l'époque, on était moins nombreux, on était des rêveurs authentiques, et on avait déjà l'état latent, par nature, cet état, on était déjà différents des autres, on était déjà solitaires, presque antisocial, parce que on avait rapidement compris déjà à l'école que les enfants, il y avait déjà des méchants chez les enfants, que la société était injuste, et cette musique avait l'avantage justement, si vous voulez, les rappeurs, eux, ils se battent contre la société, c'est une bonne chose, faut se battre. S'il n'y aurait pas eux, finalement, ceux qui nous dirigent prendraient le dessus. Et nous, on avait fait tout simplement le choix d'aller au-dessus de tout ça, de créer notre propre paradis dans nos soirées, et puis d'oublier cette planète. Et il y a le pour et le contre, parce que maintenant, voilà où on en est, c'est que comme on a fait le choix de fuir la société, du coup, les gens qui la gouvernent, cette société, nous ont interdit notre mouvement. Il aurait fallu justement que certaines personnes de notre mouvement aient un peu un pied sur terre et s'imposent, voire même s'orientent dans la politique, même si c'est totalement opposé à ce mouvement pacifique, qui est lié, qui est subordonné au mouvement hippie. D'ailleurs, à l'époque, on nous appelait les bébés des hippies. Mais il faudrait presque des personnes qui créent des associations, cette fois-ci, à but non lucratif évidemment, mais cette fois-ci non pas pour produire et créer des soirées techno, ou alors oui, pourquoi pas, mais aussi et surtout pour promouvoir ce mouvement et finalement qui soit immuable et qu'on puisse le tolérer et que voilà, c'est pas normal que des gens puissent baiser dans des soirées soi-disant privées comme les clubs libertins, alors qu'on sait très bien que tout le monde sans carte peut y aller quand il le souhaite. Donc ces gens, finalement pour moi ils sont guère mieux que nous parce que ils nous polluent avec leur perversité. À mon avis, c'est pas un bon message pour les jeunes de montrer des femmes, des nymphomanes qui sont baisées par 10 mecs. Après ils vont croire que d'une part toutes les femmes sont des salopes, or c'est pas le cas, et deuxièmement ils n'auront pas une belle image de l'amour. Or nous, dans nos soirées, peut-être que ça paraît pas très romantique tout ça, mais je peux vous assurer que moi, quand les garçons venaient vers moi, c'était soit par amitié, sans arrière-pensée, jamais un vrai rêveur digne de ce nom m'a mis la main aux fesses, et sinon parce qu'il avait un vrai feeling émotionnel avec moi, voilà. Et ce qu'il regardait chez moi, c'était mes yeux,
mon esprit, ma façon de danser. Alors certes, je devais lui plaire parce que certainement elle me trouvait jolie. Bien sûr qu'on avait toujours cet aspect-là. On va pas dire qu'on est les grands bouddhistes hein, où on passe le physique. Bien sûr que non. Mais disons, nous, on va préférer, si on voit par exemple de belles filles ou de beaux garçons, on va préférer celui qui est un peu moins beau ou un peu moins belle et qui a 10 fois plus de charme et qui est mystique que celui qui a le visage parfait et qui dégage rien, qui a aucun charme et qui est pas du tout spirit. Voilà où je veux en venir. Donc c'est un mouvement qui est profond. J'ai jamais vu des salopes dans notre milieu. Les gens pensent pas du tout au sexe. Hein. Et puis bon bah là dans les rêves d'aujourd'hui, je sais pas ce que ça donne parce que maintenant n'importe qui y va. Il y a des gens qui prennent des extas pour le fun et non pas parce que c'est dans leur esprit de s'élever tout simplement plus haut. Voilà, donc ou pour dealer, il y en a qui s'incrustent pour dealer. Nous à la base on y allait pour la musique. Voilà, il y a des gens qui se regardent, d'autres pas. D'autres qui dealaient, d'autres pas, mais il y avait effectivement des vrais rêveurs qui dealaient et bon bah ça leur permettait de se payer leur drogue et leur soirée. Hein. Faut savoir qu'en Suisse, les clubs techno étaient onéreux, hein. Les raves, c'est pas les free parties, faut pas oublier. Bon après ça a l'avantage d'être plus classe, c'est sûr, en Suisse c'est toléré. Hein. Maintenant, depuis quelques années, ça devient comme la France, on a l'impression, hein. Ils ont fermé tous les clubs techno, puis au-delà de tout ça, on ne voit plus beaucoup de rassemblements rave, à part la célèbre Street Parade de Zurich, même la Lake Parade se fait de plus en plus rare. Bon, en trêve de bavardage, hein, toujours est-il que, comme on le disait précédemment, il ne suffit pas de placer un kick, il faut faire voyager les gens. Donc c'est une musique par essence spirituelle. Donc il faut savoir finalement gérer tout ça. Donc il faut avoir le feeling. Et pour créer de la techno, je vous dis tout de suite, si c'est pas une musique que vous écoutez depuis un certain nombre d'années, vous n'allez pas réussir à faire un bon morceau. Que vous soyez bon ou pas, ne changera rien. Vous pourrez peut-être bien mixer, et encore, parce que là encore, il y a toujours une partie artistique qui intervient, c'est-à-dire qu'il y a la compression à but pour réparer un son, hein, pour éviter par exemple trop de dissociation au niveau des attaques, par exemple. Donc des fois, on a besoin d'une bonne compression, pour tout simplement pour arranger un petit peu le son d'un point de vue académique, hein, on va dire. Mais des fois, on va placer la compression dans un but totalement artistique, c'est-à-dire pour générer une forme de distorsion hein, ou pour moduler l'attaque, la favoriser. Donc là, une personne qui n'est pas dans notre morceau, qui connaît pas la petite trance par exemple, il va pas compresser de la même manière, d'un point de vue artistique en tout cas, que s'il fait de la trappe. Ensuite, on peut pas créer de la techno si on n'a pas des années d'écoute derrière. Soit, puisque tout simplement, on risque de faire l'erreur de faire boum, 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 et c'est tout. Or, il faut savoir placer ses kicks d'une façon spécifique. Il faut que tout ça rentre en harmonie. Ensuite, il faut que ce soit en accord avec les styles actuels. Alors après, la techno, par exemple, on sait que c'est des sons carrés. Ça varie dans les 90-120 BPM apparemment par minute. Hein. Le hardcore c'est à partir de 160 jusqu'à 200, bon même pour speedcore hein, c'est 400, 220, ça peut aller jusqu'à 220 je crois le speedcore, hein, il me semble bien. Bref, il y a 2-3 trucs comme ça hein, où effectivement on va reconnaître un style techno, acid techno, bon. Il y aura de l'acide, des points d'acide en plus de la techno, hardcore, ça a plus de BPM, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y aura aussi des choses qu'il faudra savoir synthétiser, mettre des bonnes transitions, il faudra mettre le drop à un moment spécifique. Bref, il faudra raconter une histoire et il faudra être profond, avoir ouvert ses portes. Et tout cela, ça se fait après des années d'écoute. Voilà. Donc c'est pas parce que vous êtes ingénieur du son que vous allez créer un bon morceau de techno. Ça n'a rien à voir. Vous allez peut-être bien le masteriser, ça c'est sûr. Mais pour le mixer, encore une fois, il faut bien connaître le style. Et il suffit pas juste de bien connaître les fréquences et tout le bordel. Il faut vraiment connaître le style et savoir ce que veut le musicien. Sinon, hein, il faut bien qu'il vous le dise. Voilà. Et puis surtout, la composition est pas si facile que ça, croyez-moi. Il faut savoir faire monter la sauce à un moment donné et ça reste spirit. C'est-à-dire que cette fois-là, ça va pas être calculé en général à 16, 8 ans. Ça dépendra véritablement de votre mélodie, etc. et de votre style et de votre histoire.
Ensuite, chacun va l'interpréter à sa manière, bien entendu, parce qu'il y a toujours une part de subjectivité qui intervient. Mais justement, le but, c'est qu'il y a une histoire. C'est-à-dire que si la personne ne rentre pas dans une histoire, vous avez échoué votre morceau. Il faut absolument qu'il y ait l'histoire. Ensuite, moi, au départ, par exemple, j'étais très douée justement pour ça, mais je ne savais pas bien mixer et masteriser, ce qui foutait en l'air mon morceau. D'où le fait qu'il faut quand même avoir des notions, de bonnes notions même, et avoir une bonne formation en mixage et mastering. Et ça, c'est pas passer dessus, vous êtes obligé. Hein. Sinon, ça va vous saccager votre morceau. Après, si vous avez de la thune, pourquoi pas payer un ingénieur du son pour qu'il vous fasse le mixage et le mastering. Mais bon, à la limite, le mastering, pourquoi pas. Mais si c'est le mixage pour mastering, ça va vous coûter cher, surtout si c'est un bon ingé son. Et là encore, choisissez-le bien. Il faut qu'il soit, si possible, en relation avec le milieu électro. Hein. Sinon, un ingénieur du son qui a l'habitude de mixer, masteriser du rock, va pas être, aura pas pour moi la même compréhension de votre style qu'une personne spécifique dans l'électro. Là encore, il faudra bien le choisir. Bien, alors revenons-en à nos moutons. Donc moi, mon style à moi, donc chacun sa façon de procéder, c'est d'abord de placer tous les sons que je souhaite. Donc là, je pense que je vais rajouter encore quelques basses. Hein. Une basse genre 808 plutôt. Et puis une basse un petit peu, un petit peu spirale comme ça. Puisque c'est le propre de la tribe. Hein. Et puis il faudra que le kick soit un petit peu indus. Ou en tout cas... le snare, il faudrait qu'il y ait quand même une orientation un peu industrielle. C'est typique de la tribecore. Et ce côté comptine, film d'horreur qu'on retrouve très souvent dans les morceaux. Bien. Voilà donc comment je procède. Une fois que j'aurai fait mon cocktail, comme je vous l'ai dit, je vais toutes les nommer et je vais les passer sur mon arrangement. Ensuite, en même temps, parallèlement à ça, je ferai un mixage rapidos, notamment avec les fréquences, ce qui me permettra notamment de savoir si un son est plus pad ou donc plus situé dans les hautes fréquences, si vous voulez, ou dans les fréquences moyennes, pour faire en sorte que mon morceau, chaque sample ait une place dans les différentes fréquences et qu'il occupe toute la plage de fréquences et qu'il n'y en ait pas trop dans une plage de fréquences. Donc pour tout ça, je serai obligée effectivement au moment où je place mes samples, j'ai l'oreille en général, mais il faut toujours vérifier en parallèle de placer un equalizer. Après, quand j'aurai vraiment trouvé tous les sons que je veux, là j'arrangerai les notes vraiment spécifiquement dans le piano roll, voilà ici où je pourrais les agrandir, modifier ma vélocité, mon pitch, etc. Et après, je vais perfectionner mon mix, notamment avec des autres equalizers, par exemple le FabFilter Pro Q2, qui me permet d'écouter chaque fréquence indépendamment, contrairement au Fruity Parametrics de EQ2 du FL Studio, qui ne permet pas en fait d'écouter chaque fréquence définitivement. Donc pour bien nettoyer les fréquences, j'aime bien utiliser le FabFilter Pro Q2. Et pour faire le ménage de base, je dirais couper l'essentiel et augmenter les fréquences les plus importantes et diminuer les moins importantes. Et bien là, je vais utiliser le Fruity Parametrics EQ2 de d'Imageline qui convient très bien. Et puis ensuite, pour moi, il faut toujours d'abord commencer par l'équalisation. Alors là, donc là, il y a différentes écoles. Donc pour moi, c'est mieux de passer le compresseur après. Tout simplement parce que si je booste avec ma compression des fréquences, selon comment vous allez régler votre compresseur, il est possible que vous allez booster des fréquences. Et si vous boostez les fréquences désagréables, ça va pas trop vous aider, on va dire, après pour votre équalisation. Donc autant d'abord nettoyer un petit peu les fréquences qui vont pas, bien les nettoyer,
et compresser après. Comme ça, vous prenez pas le risque finalement d'augmenter en compression le niveau sonore des fréquences désagréables. Voilà. Puis pour la distorsion, on n'en parle même pas. Donc là, c'est important vraiment de bien choisir vos basses fréquences, vos sub-basses, etc. Et de faire une distorsion adaptée en fait. Bon, après, certains plugins vous permettent de générer une distorsion dans les subs. Vous pouvez régler les fréquences. Donc ça, c'est intéressant. Mais bon, d'une façon générale, je vous recommande véritablement d'utiliser l'équaliseur avant. Même si le but premier de la compression, c'est d'harmoniser les fréquences les plus hautes avec les fréquences les plus basses, d'éviter qu'il y ait trop de différence entre ces dernières. C'est son rôle. Il faut savoir que le compresseur a aussi d'autres rôles. Voilà, il peut saturer légèrement, il peut relever l'attaque d'un kick ou au contraire la diminuer. Donc voilà, moi au niveau du mixage, ça sera au moment où j'aurai dissocié les différentes patterns, où j'aurai placé dans mon arrangement tout ce que je souhaite. Et en amont, comme je vous le disais, lors de la sélection de mes samples, je ferai quelques mixages, mais véritablement de tests et partiels et fondamentaux. Voilà, donc il peut m'arriver parfois, par exemple, de faire une compression parallèle, une compression entre le kick et la 808 pour voir un peu ce que ça donne dans mon arrangement, dans mon morceau. Mais le véritable mixage, je l'attaque vraiment quand j'ai fini de travailler mes différentes patterns, mes différents samples. Bien. Ça c'est dit. Bien, alors maintenant on va passer au but de ce cours, c'est-à-dire à la composition d'une prod Tribecore. Donc là je pense qu'entre la description et ma façon de procéder, ça a déjà duré pas mal de minutes. Donc je propose d'arrêter là pour ce premier cours qui a d'ailleurs plus été une présentation de la Tribecore. Et puis dans le prochain cours, on va commencer à trier nos différents samples, parce que là j'en ai trié quelques-uns, il y en a quelques-uns je pense que je vais les garder, mais les autres je les ai fait à l'arrache vraiment, et je pense les remplacer avec vous. Et on va ensuite commencer à créer nos notes, et notamment le kick et la basse, à dissocier nos patterns, à en placer certains sur notre arrangement, à faire nos transitions, etc. Et puis dans la troisième partie, parce que je pense qu'il y aura plusieurs parties pour la composition de cette prod, nous verrons certainement les automations, le mixage, etc. Alors sachant que tout ça ne sera pas approfondi, parce que j'ai approfondi ces différentes notions dans les cours qui sont proposés sur mon site. Donc c'est normal, parce que tout travail mérite salaire, et pendant ce temps-là, moi je peux pas travailler, donc j'estime que c'est normal qu'il faut aussi que vous participiez. Donc tout ça c'est déjà gratuit, je trouve que c'est déjà pas mal, ça va déjà bien vous aider. Après, comme je vous l'ai dit, le mixage et même la composition d'ailleurs, je passerai sur certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que je vous présenterai en live, et d'autres pour le peaufinage où j'interviendrai toute seule, que ce soit au niveau de la composition de mes notes, voire même de la modification de leur enveloppe, etc. Que du mixage, et puis encore plus du mastering, où là je pense même pas que je vais vous montrer le mastering d'ailleurs de cette prod, parce que ça prendrait vraiment trop de temps, même si je le fais de façon light. Déjà là, juste la description, je crois bien que ça veut dire qu'on est ensemble. Bon écoutez, si vous avez déjà des questions sur cette première présentation, parce que là ça a été surtout la présentation de ce style et de ma façon de procéder, de manière vous serez pas perdu quand vous me verrez faire. Donc pour ceux qui ont déjà vu ma compo Acid Core que j'ai fait il y a pas longtemps,
ça vous a déjà donné une petite approche. Il faut savoir que là, c'était vraiment pour le coup, je crois que je fais une ou deux patterns, c'était vraiment pour le coup trop light, vraiment grossier comme cours. Donc là, cette fois-ci, ça va être quand même plus approfondi, je vous rassure. Donc si vous avez des questions, notamment sur le style de Light Core, n'hésitez pas. Et sur ma manière de produire, parce que voilà, autant rester dans le thème de la vidéo, on a parlé de ma façon de produire. Alors après, ça reste subjectif, mais vous pouvez toujours me poser vos questions. Pourquoi vous faites plusieurs patterns, pourquoi tu vas progressivement, pourquoi ton mixage, tu le fais de façon grossière au niveau du triage de tes samples et pas t'approfondis pas tout de suite. Bon, je peux toujours vous répondre. Moi, j'ai testé pas mal de manières de procéder et personnellement, c'est comme ça que je m'en sers le mieux. Bien. Alors on arrête là. Écoutez, si vous avez des questions, encore une fois, vous les posez en commentaire. J'espère que ce tuto, ce premier pré-cours, comment composer de la Tralcore, vous aurez été utile. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce tuto.